Alimentaire est particulièrement fier de se trouver aux côtés du ministère de la Santé publique pour cette nouvelle croisade. Fier également de s'être vu confier le chapitre assez délicat de la crèmerie, du lait cru et des fromages en général. Début de la même tonsure, un petit peu, les mêmes bonnes joues bien replètes. Et alors cette association d'images, elle m'a permis d'évoquer d'emblée un des aspects les plus redoutables de mon sujet, les méthodes de communication des lobbies laitiers. Il faut savoir en effet que les spécialités fromagères, ou les crus notamment, surfent sur une sorte de vague de confiance qu'on leur accorde, on ne sait trop pourquoi. Il y a, tout le monde connaît par exemple les petites ritournelles qui essaient de nous conditionner, les produits laitiers, amis pour la vie, et puis ça continue, il y a donne-nous un peu de ton fromage, enfin tout le monde connaît un petit peu ces choses qu'on nous matraque. Regardez par exemple comment la gourmandise avouée, assumée de ce moine nous absout par avance de notre propre gourmandise. Alors, comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que c'est ça? De la... Alors, non, mais vous n'êtes pas très très loin, monsieur, c'est pas de l'intoxication, c'est de la déculpabilisation. On était quand même dans quelque chose comme ça. Alors, cette déculpabilisation, il faut savoir que ça fait plus de 10 000 ans qu'elle existe. Ça remonte au néolithique, hein, l'époque où le fromage fut par hasard inventé. Alors, on ne veut pas jeter la pierre à nos ancêtres éleveurs du néolithique, ce sont des gens qui, après tout, n'ont pas fait que des bêtises. Mais on pourrait se rapprocher d'articulations de notre histoire plus récente. De cette petite bergère martyre, certainement soudoyée par les grandes familles d'éleveurs de l'époque, pour relancer la consommation du fromage de brebis, et faire barrage au fromage anglais, ça a bien 200 ans, faire barrage au fromage anglais tel que le cheddar, par exemple. Dans l'histoire, il y a plein d'exemples. Roland Granvaux, on voit tout le monde se souvient de ce jeune homme de nos livres d'histoire qu'on voyait souffler désespérément dans une corne de vache, tentant d'appeler son oncle Charlemagne. Alors, dans le défilé de Roncevaux, du même nom. Est-ce que, il y a une question qui peut se poser, est-ce que Roland appelle réellement au secours, ou est-ce qu'on n'a pas déjà là affaire à une sorte d'iconographie partisane qui voudrait nous faire croire que le destin de l'homme est irrémédiablement lié aux mamelles assassines des vaches? C'est une question qu'on pourrait se poser. De la même façon, alors, je m'écarte un peu de mon sujet, mais il faut poser le cadre, de toute façon, parce que ça c'est un peu comme si vous aviez abordé une conférence sur le surimi, si vous ne parliez pas des fonds marins, ça n'aurait aucun sens, par exemple. Bien, je vais donc, avec ce matériel, comme je le disais, évoquer des risques alimentaires. Je vais commencer avec ce premier panier par un risque alimentaire et surtout ses conséquences. Quelque chose qui est assez connu et un peu d'actualité. Il s'agit de la surcharge pondérale, on va voir, et qui est en grande partie due à la consommation excessive de fromage, comme chacun sait. Alors, l'Observatoire des risques alimentaires. S'il y a plusieurs diapositives portant le même numéro, vous les mettez à la suite de n'importe quel ordre. Observatoire des risques alimentaires, c'est donc un organisme qui est né en 1971 sur une idée du ministre de la Santé de l'époque, Roger Feuillard. On le voit ici à la droite de l'image lors de l'inauguration. Le but de l'Observatoire des risques alimentaires, multiple: prévention, sensibilisation, information. L'Observatoire des risques alimentaires. S'il y a plusieurs diapositives portant le même numéro, vous les mettez à la suite de n'importe quel ordre. Observatoire des risques alimentaires, c'est donc un organisme qui est né en 1971 sur une idée du ministre de la Santé de l'époque, Roger Feuillard. On le voit ici à la droite de l'image lors de l'inauguration. Le but de l'Observatoire des risques alimentaires, multiple: prévention, sensibilisation, information concernant toutes sortes de risques alimentaires. L'Observatoire est tombé rapidement en désuétude, faute de moyens et puis d'enthousiasme. À l'époque, c'était le lobby du consumérisme forcené. Et puis il y a assez peu de temps, finalement, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, qui a pu obtenir d'une façon assez à droite de Bruxelles une subvention intéressante qui bénéficie à l'Observatoire et qui nous a permis de renvoyer sur le territoire français une petite brigade de 70 vacataires dont je fais partie. Vacataires toutefois à mi-temps quand même, réduction oblige. Donc, risques alimentaires de toutes sortes, évidemment. En effet, il y a plus de 360 sortes de fromage en France. Les Français adorent le fromage. 94% des Français aiment le fromage. 38% des Français mangent du fromage au moins une fois par jour. Et pour un total de 24 kilos par an et par personne.
Hein, c'est assez considérable. Si on fait un petit sondage, là par exemple, qui aujourd'hui parmi vous, levez la main, qui parmi vous a mangé du fromage aujourd'hui? Oui, alors bon, finalement on est un petit peu au-dessus de 38%, monsieur n'a pas deux fois, oui mais non, c'est pas bien non plus. Donc, je vais commencer par une première image. Une image à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle représente une de ces fruitières que l'on trouve en Franche-Comté. On fait là-bas le comté, justement. Et les entreprises artisanales ressemblent à ça en général quand on fait des fromages au lait cru. Alors c'est une image qui va disparaître fort heureusement de nos mémoires. Hein. Regardez un petit peu, vous voyez les locaux qui sont absolument de nos mémoires. Hein. Regardez un petit peu, vous voyez les locaux qui sont absolument vétustes. L'installation électrique est obsolète. Aucune règle d'hygiène n'est appliquée ici. Le monsieur ne porte pas de charlotte ni de gants. Et la cuve dans laquelle il travaille son fromage n'est même pas en polypropylène, hein, conformément à la réglementation européenne, il faut bien le dire. Alors, il faut savoir, il y a encore 170 de ces fruitières en Franche-Comté. Hein. Il y en avait à peu près 1000 au début du XXe siècle, et grâce aux efforts, et surtout récemment, de la région Franche-Comté, aux efforts d'éradication, là on n'a plus que 170, on espère arriver à 2 ou 3, vraiment, qui serviront de musée. Il faut savoir que tous ces nids à microbes auront disparu de l'espace Schengen, toute la zone Schengen, au 1er janvier 2012. Donc, plus de fromage au lait cru. Alors je vais aborder tout de suite le fond de mon propos. Risque dû au fromage, risque physiologique, il y en a 4. Le premier est très connu, le second peut-être un petit peu moins. Le troisième il est obscur et le dernier il est carrément insoupçonné, comme on le verra tout à l'heure. Voilà, je vois que la personne, ça va assez bien. Ah, on verra ça, voilà. On commence donc. Premier risque physiologique dû au fromage, c'est la surcharge pondérale, hein, qu'on a peu de chance de voir d'ici parce que ça ne va pas très bien. Surcharge pondérale, donc on mange un petit peu trop de fromage, il y a le gras qui va s'installer, et évidemment quelques kilos vont s'installer, dont il sera assez difficile de se débarrasser. Ça c'est dit, on verra à la fin si on a le temps d'y jeter un petit coup d'œil. Second risque physiologique, c'est le risque bactériologique. Hein. Il y a des bactéries dans le fromage, tout le monde le sait, parce que le fromage, c'est le résultat de beaucoup d'importance. Oui, je disais, donc des bactéries vont se développer dans la pâte, il y a des bactéries, il y a les levures, il y a les microbes, il y a les enzymes, et toutes ces bestioles, eh bien, elles vont donner ce que les fromagers appellent pompeusement la typicité des fromages. Alors, sur les bactéries, ce ne sont pas les bactéries, c'est encore la surcharge pondérale. Donc, sur les bactéries, j'ai un petit schéma des bactéries, je voudrais bien que quelque chose freine ce schéma. La métabolisation du fromage dans l'organisme, à droite, c'est l'homme, à gauche, ce sont les bactéries, puis au milieu, on peut le dire, hein. C'est un peu comme la soupe primitive, avec les générations spontanées, soupe primitive, dans laquelle les bactéries vont s'assembler, se reconnaître en famille, bactéries, microbes, acides aminés, etc., puis créer des véritables petites familles, des petits groupes, jusqu'à faire des organismes multicellulaires quelquefois. On voit ici une de ces petites diapositives, je crois que c'est le cas de le dire ici, vont être déclenchées, et puis il y a des armées qui vont se créer, il y aura des bactéries plus guerrières que d'autres. On voit ici hein, ces acides aminés pour s'il y a des scientifiques. Hein. On voit ces petites boules là, il y en a une douzaine qui sont installées là, et on peut dire que ces acides aminés, ces mercenaires de la sécurité sociale, ne sont pas ici aminés des meilleurs sentiments, si je peux me permettre cette petite... Bon, hein. Voilà. Alors, ici, une bactérie particulièrement redoutable, c'est la bactérie Lemonia. Elle doit son nom à sa ressemblance à un petit citron. Hein. Elle est redoutable, c'est un peu le piranha des bactéries, cette bestiole, elle peut détruire un foie de porc en moins d'1 heure. C'est terrible. Ici, une bestiole à laquelle on donnerait vraiment le bon Dieu sans confession, hein, c'est le vermisseau de Meudon. Hein, avec son air de gros nounours, là, attention, parce que sa petite queue pointue que vous voyez là à gauche peut se recroqueviller, former une serpette et vous taillader les viscères et créer des saignements intempestifs absolument à tout moment. Il y a du Saint-Nectaire qui a été extrait en 1992 des viscères d'un retraité auvergnat. Comme quoi, bah oui, les choses n'arrivent pas toujours par hasard. Celui-ci détient un record assez considérable. Il est d'ailleurs maintenu à Pasteur, à Paris. Record de longueur, loin devant le ténia du maroilles qui fait 12,50 m de long. Lui, il mesure
396 mètres. Un ténia comme ceci, attention c'est un nectaire, comment s'en débarrasser? Ben, c'est pas toujours très très facile. On ne peut pas utiliser tout simplement les antibiotiques comme on a tous tendance à le faire un petit peu facilement. Non, il faut utiliser la bonne vieille méthode de la soupe médicinale, méthode de grand-mère. Dans un baquet, on fait un bouquet garni. Du thym, du laurier, on met du persil, de l'ail, de l'oignon et toutes ces choses-là. Et puis on ajoute, on met du sel, du poivre, et on ajoute un petit peu de riclès. Pourquoi? Parce que le ténia, on le sait bien, adore les choses-là. Et puis on ajoute, on met du sel, du poivre, et on ajoute un petit peu de riclès. Pourquoi? Parce que le ténia, on le sait bien, adore les odeurs mentholées. Et une fois que cette soupe va être en ébullition, le malade va s'accroupir à 5 cm au-dessus de cette mixture et alléché par les odeurs de menthol, le ténia va commencer à sortir et il va progresser. On sait qu'il sort assez lentement à raison de 5 cm à la minute. C'est pas très très rapide, me direz-vous, pour 396 mètres. Là, il y a un calcul. Je suis sûr, il y a toujours, bien sûr, dans les assemblées, des profs de maths, des professeurs des écoles, instituteurs, tristes. Alors ça peut être, j'aime bien dire ça, ça peut être un sujet à donner pour les enseignants qui enseignent à des gamins du primaire. Je ne sais pas si les trains qui partent à l'heure ou pas existent toujours, les baignoires qui se vident ou qui se remplissent, non, comme de mon temps. Mais là, vous pourriez changer un petit peu et dès lundi, vous pourriez proposer à vos gamins ce petit problème, étant donné que le ténia du Saint-Nectaire mesure 396 mètres de long, qu'il progresse à raison de 5 cm à la minute. Combien de temps mettra-t-il pour sortir de l'Auvergnat? Vous voyez des questions que vous pouvez poser. Ça peut être, enfin j'ai une idée. Troisième risque physiologique, pour avancer un petit peu, je vais vous parler de calcium évidemment, puisque le fromage est grand pourvoyeur de calcium. Seulement attention, le calcium du fromage, il n'est pas comme les autres, il est gras et visqueux, et il ne rentre pas dans les os, comme le calcium des autres aliments. Vous savez, on a tous, les adultes, environ 950 grammes de calcium, et 90% de ce calcium se trouve à l'intérieur des os. On en a besoin, les jeunes, les enfants, les jeunes, et puis les moins jeunes aussi, pour consolider les os. Le calcium du fromage, il est redoutable parce qu'il va créer des couches au-dessus des os, 2 couches, 3 couches, jusqu'à 6 couches par-dessus les os, ce qui va finir par gripper la mécanique bien huilée du squelette, et et il ne rentre pas dans les os, comme le calcium des autres aliments. Vous savez, on a tous, les adultes, environ 950 grammes de calcium, et 90% de ce calcium se trouve à l'intérieur des os. On en a besoin, les jeunes, les enfants, les jeunes, et puis les moins jeunes aussi, pour consolider les os. Le calcium du fromage, il est redoutable parce qu'il va créer des couches au-dessus des os, 2 couches, 3 couches, jusqu'à 6 couches par-dessus les os, ce qui va finir par gripper la mécanique bien huilée du squelette. Et on dit souvent qu'on a des rhumatismes pour certaines personnes, et ce ne sont pas toujours sont des rhumatismes, mais souvent du haut calcium, pas forcément à d'autres causes. C'est un peu imaginer les bricoleurs un peu fainéants qui vont repeindre leurs portes et leurs fenêtres dans leur maison sans décaper avant les 5-6 couches de peinture qui existent déjà. Et au bout d'un moment, que se passe-t-il? On ne peut plus ouvrir les spagnolettes et tout ça, on ne peut plus rien faire, c'est coincé. Là, c'est la même chose. Ce calcium qu'on voit ici, voilà, grossi une douzaine de fois, particulièrement redoutable, il va coloniser l'ensemble du squelette pour se fixer sur un os ensuite, qu'on appelle l'osioïde. Alors, voyez, ça va partout, hein, absolument partout. L'osioïde, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre un peu de... Ah, c'est un peu plus net. Dépassement 90. Alors, oui, parce que... Là, je vous donne une explication. J'ai un collègue, enfin, à mon étage, dans le bureau à côté, qui travaille à la prévention routière. Et puis, il a, pour ses stages, bon, il a un appareil comme le mien, et on se fait des blagues. Il me met des diapos de code de la route, et moi, je lui mets des diapos de fromage. Voilà, c'est un petit peu idiot. Alors, il me surprend toujours. En attendant, est-ce que la personne peut dépasser?